Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez bien. On est désolé, on a eu un petit incident technique. Comme ça, on est dans le bain du guichet unique tout de suite, et donc ce qui explique le retard un peu au démarrage. Donc aujourd'hui, j'ai la grande chance d'être accompagnée d'Éric Labonne, le Bonjour à tous. spécialiste of the world du The World, guichet. peut-être pas, Non, mais. il faut parler Ah dans le oui. micro, Éric. Le spécialiste, peut-être pas, mais très intéressé et très investi, oui. Voilà. Voilà. La boutique de l'entrepreneur, vous publiez tous les jours des trucs et astuces sur le guichet unique. Et l'objectif de ce rendez-vous aux 50 spécial guichet unique, c'est pendant 1 heure, on va essayer de tenter de vous expliquer ce qui fonctionne pas, quand ça fonctionne pas, quel est le plan B, etc. Et après, une demi-heure de questions. Vous savez que vous aurez droit au slide, vous savez qu'il y a un replay, et pour les experts comptables courageux qui sont avec nous ici dans la salle, je vous remercie de nous poser des questions avec un micro. Sinon, nos consoeurs et confrères qui sont à l'extérieur ne nous entendront pas. Donc, on commence. On va vous parler du cadre légal, un peu de présentation générale, et puis en fait, après, les formalités de complétion, les corrections, les modifications, les dépôts des comptes annuels et la fameuse procédure de continuité. Le guichet unique, c'est un long, long fleuve, pas tranquille du tout. Non, pas du tout tranquille depuis 4 ans. Donc, c'est une décision de la loi PAC du 22 mai 2019, décision assez ambitieuse et objectif louable, qui est de simplifier la vie des entreprises par un point d'entrée unique. Voilà, l'idée de la pacte, vraiment, initialement, c'était de simplifier le parcours du créateur d'entreprise pour lui éviter de passer par les multiples CFE, de remplir des multiples formulaires sans savoir lesquels remplir. Donc, l'objectif est louable au départ, mais à l'arrivée, on s'aperçoit que le parcours de simplification voulu au départ n'est pas forcément le parcours de simplification à l'arrivée. Alors, l'année dernière, on a eu la grande chance d'avoir un rendez-vous en 50 ensemble aussi le 14 février, parce que moi, j'adore en février m'occuper du guichet unique. Et donc là, on est en fait 1 an après. Ce qu'on va vous dire aujourd'hui, bah, ça sera peut-être valable 1 mois ou 2 ou 3 semaines, parce que vous l'avez tous compris pour les utilisateurs au quotidien du guichet unique, que ce qui marchait avant-hier ne pourrait ne plus marcher après-demain. Bon, on fait ce qu'on peut pour vous aiguiller au mieux de nos connaissances, et je pense que là, on a le spécialiste qui va bien. Alors pour la petite histoire, c'est que surtout il y a des évolutions permanentes grâce aux remontées qui sont faites. Il y a des remontées de dysfonctionnement tous les jours qui sont faites. Donc ils corrigent et ils corrigent tellement vite. Le problème, c'est que ça parfois engendre des régressions. Donc on l'a vu ce week-end, il y a une grosse maintenance informatique samedi et hier et avant-hier, il n'y a aucun dossier qui arrivait dans certains greffes. Bah voilà. Donc ça a été vu hier. Moi, on m'a saisi. Je me suis un petit peu agacé hier après-midi. Et pour le coup, les dossiers qui étaient bloqués hier dans certains greffes de province, donc qui n'étaient pas arrivés, ça a été débloqué hier soir et ce matin, les dossiers vont arriver. Le problème, c'est qu'on est un peu tous les jours comme ça. Un jour, ça marche. Et puis le lendemain, il y a une régression. Et puis 2 jours après, ça remarche. Donc, c'est la vraie difficulté du moment. Donc, on vous fait le point à aujourd'hui. On vous donne tout ce qu'on sait à aujourd'hui à 9h, à 9h10. On essaye de faire en 50 minutes comme on a eu 10 minutes de retard au démarrage. Et après, évidemment, on répond à toutes vos questions. Pour ceux qui vont nous poser des questions écrites, si jamais on ne peut pas toutes les traiter, Eric vous répondra après. On vous enverra des mails et on vous répondra concrètement pour toutes les questions pour auxquelles vous on ne pourra aider. pas répondre, on essaiera d'y répondre Voilà. après coup. Ce sera... On vous a mis le cadre légal parce qu'il est intéressant. Vous voyez le nombre de décrets qu'il y a eu pour ce fameux guichet unique. C'est assez impressionnant. Après, le fonctionnement général. Là, vous voulez nous dire un truc là, Alors là, il y a une astuce sur cette slide-là. Quand vous avez le statut en attente de réception par TCO, donc ça veut tout simplement dire que ce dossier n'est pas au greffe. Voilà. Donc il est entre le guichet unique et le greffe du tribunal de commerce. Il est au groupement informatique. Donc c'était clairement le cas des dossiers pendant 2 jours sur certains greffes. Donc quand vous avez en attente de validation par TCO, ça veut vraiment dire que le dossier est au greffe. Quand il est en attente de réception ou en attente d'acquittement par TCO, ça veut dire qu'il n'est pas au greffe, donc c'est pas la peine de s'énerver après le greffe du tribunal de commerce, ça sert à rien.
sauf à leur demander qu'ils contactent leur groupement informatique pour faire débloquer le dossier. Voilà. Bon, donc on a le petit chemin là à gauche, Voilà, le chemin, reçu par le guichet unique, exactement. signé, payé, validé, instruction, je demande Voilà, de régularisation, et à la fin on arrive à TCO. L'objectif de super simplification, pour le moment, ça me semble un peu, mais on ne va pas râler tout le temps. Non. Je vous donne la zapette, Eric, et comme ça, vous faites comme Ça chez marche. vous. Donc, sur cette petite procédure à gauche, c'est vraiment le fil de suivi du traitement du dossier. Donc, dès que vous avez un dossier en ligne, vous pouvez voir étape par étape où en est le dossier, sachant que la première étape, c'est l'INSEE maintenant, contrairement auparavant où le greffe, enfin, quand on passait par le greffe, traitait le dossier en premier et on avait l'attribution du numéro sirène après coup ou de manière concomitante, grâce au tuyau qui était mis en place entre les greffes et l'INSEE. Maintenant, l'INSEE passe impérativement en premier, ce qui pose une difficulté potentiellement sur certains dossiers qui ne sont pas finalement immatriculés par les greffes, qui sont rejetés parce qu'ils ne sont pas régularisés ou parce qu'ils sont rejetés tout simplement au bout de 15 jours. Si vous remettez le même dossier dans le système, ça va bugger puisque l'INSEE n'aura pas écrasé le numéro sirène qui aura été attribué en préalable. Et donc, on aura une difficulté potentiellement pour immatriculer le dossier. Bon, c'est à la marge, mais ça, c'est une Eric, des premières difficultés. J'ai l'impression, là, je lis un petit peu, mais je ne devrais pas. TCO, donc, c'est que c'est pas… Alors, en attente de réception TCO, ça veut dire que le dossier n'est pas arrivé au greffe. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un bon indice. Donc c'est nous qui l'avions exigé à une époque. C'est de se dire, on nous dit qu'il est parti du guichet unique, le greffe nous dit qu'il l'a pas reçu, on veut savoir où il est. Donc quand on a ce statut-là, clairement, ça veut dire qu'il est au groupement informatique des greffes. Il y a 4 groupements informatiques pour les greffes. Donc clairement, hier, c'était le groupement Amitel qui avait une difficulté. Donc on peut appeler le greffe et lui dire il faut appeler votre groupement et lui demander de traiter la difficulté et de nous transmettre le dossier, ou alors appeler le guichet unique en leur disant il est au niveau du groupement informatique, donc vous faites le nécessaire pour transmettre le dossier. Voilà. Tribunal de commerce. Tribunal de commerce. Donc TCO, tribunal de commerce. On avance là, Eric, parce qu'on a 800 slides. Tout à fait. Alors, sur cette slide-là, ici, sur tous les dossiers, sur toutes les formalités que vous allez faire, vous avez le fil d'Ariane. Donc ça s'appelle le fil d'Ariane. Bon, il n'y a rien de particulier là-dessus, à savoir que vous pouvez juste passer d'une étape à l'autre en cliquant directement sur les rubriques de ce fil d'Ariane, sans avoir à faire suivant. Vous pouvez sauter d'une rubrique à l'autre, surtout quand vous êtes en demande de régularisation, parce que ça vous en renvoie directement à l'étape 1. Si vous avez juste une pièce à modifier, vous n'êtes pas obligé de faire les 15 slides suivant. Vous allez sur pièce jointe, vous modifiez votre pièce jointe et vous validez votre opération. Voilà. Sur celle-ci, donc comment ça marche le guichet unique? Bon, on va passer très simplement là-dessus. Vous avez maintenant toute une série de questions qui génèrent in fine une synthèse. Donc, on n'a plus des formulaires COSA M0, M2, M3, M4 comme avant. Donc, maintenant, vous avez toute une série de questions et ça vous remplit une synthèse. Attention à certaines questions qui sont posées de manière hétéronégative et qui parfois rendent la compréhension difficile. Alors, on essaye, quand on est au niveau du comité utilisateur, de leur faire comprendre que les questions hétéronégatives, on a beau être bien français, sauf que tout le monde derrière l'écran n'a pas la qualité juridique et une formation juridique et ne parle pas forcément bien français non plus. Donc, les questions hétéronégatives du style activité non sédentaire, oui, non. Bon, quand on l'a compris, on sait que c'est non, mais la première fois, on se dit, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Voilà, donc il y en a de moins en moins. Alors, Eric, comme vous parlez de bordel, je vais répondre à Véronique qui nous dit, non, c'était Sommetlin qui nous dit pourquoi ils n'ont pas attendu que ça fonctionne pour lancer le guichet unique. Et ben nous, on est super méga d'accord. Et c'est parce qu'il y a tous ces flops dans le guichet unique que vous avez à cause aussi… de la loi Pacte. Qui avait posé une… il y avait une deadline. À cause de la loi Pacte, oui, mais qui avait une toujours deadline. Le changer. Voilà, mais c'était on l'a demandé l'année dernière. On a été les premiers d'ailleurs à le demander. Et en fait, on nous a répondu que compte tenu du contexte politique et de l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, il était très compliqué de demander une modification législative sur la deadline de l'application. Quoi qu'il en soit, le calendrier de la facture électronique a été changé.
Donc, Pour le quand coup, ils veulent le faire, ils peuvent. quand ils veulent, ils peuvent. Parce que à cause de tout ce bazar, celui d'e-guichet unique et celui aussi de la déclaration des biens immobiliers qui a fait péter Ça, c'est pareil, le c'était pas mal non serveur plus. des impôts, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts. Je referme la parenthèse. Oui, parfois, il y a des trucs qui ne nous aident pas, bien évidemment. Et on a toujours été les premiers à le dire à l'ordre. Et Tout à fait. on fait encore une mini aparté. Il semblerait que là, au 30 juin, en fait, il y ait une deadline dans les Oui, tuyaux. alors sur le guichet unique, effectivement, il y a une deadline qui a été donnée par Matignon. Il y a un gros point d'étape en juin sur le fonctionnement du guichet unique, avec potentiellement des décisions qui seront prises. On ne sait pas de quoi il en retourne exactement, mais il faut que ça fonctionne vraiment au 30 juin. Voilà. Quand vous arrivez sur cette partie, donc en fin de parcours, les pièces jointes, donc là, il y a vraiment un point d'attention, c'est qu'il faut vraiment respecter le rebriquage. Et donc, il y a beaucoup de rejets. Hein. Les taux de rejet dans les greffes en ce moment, c'est 53% des dossiers qui sont rejetés. Mais les greffes font exprès, non? Non, certains greffes font un petit peu exprès, mais pas tous quand même. Là, il y a vraiment des conditions du guichet unique qui font que les pièces doivent être vraiment respecter leur rubrique parce qu'elles sont toutes codifiées les unes avec les autres. Donc, pouvoir, il y a des codes. Je prends un exemple, le pouvoir, il est codé 71 ou 72. Il faut que dans le système informatique du greffe, 72, lui, il veut savoir que c'est un pouvoir. Donc, il faut qu'il soit dans la bonne rubrique. Sinon, s'il n'est pas dans la bonne rubrique, eh ben, il n'est pas codifié pouvoir et potentiellement, il est rendu public sur le RNE. Et la difficulté, elle est là, c'est qu'on a des pièces qui sont confidentielles. Rappelez-vous, au départ, vous avez des experts comptables qui nous ont saisis. Les passeports de certains experts comptables se sont retrouvés sur Papers et sur le guichet unique. C'était sur le RNE. Et c'était tout simplement par une histoire de mauvaise codification et mauvais rubricage et non respect de transmission des pièces jointes. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Quand on vous demande les statuts, dans la rubrique statut, c'est vraiment les statuts. Voilà, c'est pas dire, bah tiens, je profite de cette case pour mettre un autre document, pour l'envoyer. Non, on respecte vraiment la case. Alors là, il y a un défoulement général dans les questions. Nous, non, mais on est d'accord avec vous. Oui, ça fonctionne pas. Hein. Ouais. Oui, c'est une absurdité. Oui, alors je sais pas si vous avez vu, j'ai écrit un petit article là, il y a quelques semaines où j'ai dit, nous les experts comptables, on est en PLS, que le guichet unique est une catastrophe intersidérale. J'en ai conscience. Je le dis à chaque. Je vois le directeur d'INPI au niveau national. Je vois au niveau régional. À chaque fois, je lui dis que c'est une catastrophe intersidérale, mais c'est trop compliqué pour l'utilisateur. On a des relais, hein, on y va dans les réunions de travail. Eric y est, on y est, et c'est un énorme pataquès. Donc moi, je comprends tous votre frustration, votre énervement. On perd tous du temps. La seule, donc, on est dans les groupes de travail pour faire remonter l'information, parce que quand même, il y a une grande nouveauté, c'est que depuis quelques mois, le Bercy a conscience que ça ne fonctionne pas, parce que pendant longtemps, il y avait quand même un déni. Tout va bien, Madame la Marquise. Voilà, il y avait une sorte de déni en disant bah non, tout ira bien, mais non, en fait non. Un projet informatique de cette envergure, clairement, pour le mettre en place, enfin moi j'ai mis en place la première version d'Infogreffe Formalité, c'était 5 ans. Bon, certes, c'était il y a 20 ans, c'était pas la même techno, mais un projet de cette envergure, c'est 5 ans de boulot. Voilà. Donc là, ils ont été beaucoup trop ambitieux au départ. Il faut reconnaître à un moment donné que c'était trop ambitieux. Il faut revenir un peu en arrière. Il faut potentiellement reposer des choses, repenser des choses. Là, évidemment, le système Infogreffe, alors on ne va pas dire qu'il était parfait, mais il était quand même vraiment très bien. Ils ne veulent pas copier Infogreffe, puisque évidemment on est à l'INPI, donc l'INPI qui ferait de la contrefaçon d'un autre système informatique, ce serait un peu ennuyeux quand même. Ça fait désordre. Ça ferait désordre. Donc, mais en même temps, pour faire un système qui fonctionne bien, ben, faut en trouver un autre. Et c'est pas forcément non plus très simple. De toute manière, imaginez de faire en 2 ans ce que Infogreffe a co-construit en 20 ans. Bon, en 5-7 ans. On continue ? On continue. Oui. Oui. Merci. Sur la deadline du 30 juin, vous avez dit qu'il fallait que le guichet unique... En fait, c'est une deadline, c'est un point d'étape Matignon. C'est un point d'étape. Là, Infogreffe a réouvert pour les modifications. Et ça, c'est... Merci. Merci qui? Merci. Ça veut dire qu'au 30 juin, il referme à nouveau? Non, pas du tout. La procédure de continuité, elle est applicable toute l'année. Pour
l'instant, il n'est pas du tout dans les tuyaux et dans les discussions que Voilà, Infogreffe on va referme au continuer 30 à juin. faire nos modifs Non. sur Infogreffe. Oui. Voilà. Merci. Voilà, on continue. Alors, je vois que là, vous nous parlez du dépôt des comptes. C'est un sujet qu'on aborde Oui, après. on abordera le dépôt des comptes tout à l'heure. Alors, donc sur le parcours modification, cessation, alors, je vais tout de suite ça fonctionne, ça éclaircir. fonctionne pas. C'est Alors, bien ça ça ou pas? fonctionne, oui et non. Il y a des formalités qui font. On va dire que les formalités simples sur les entreprises très simples et toutes celles qui ont été créées sur le guichet unique l'année dernière. Donc, on va dire que du moment que l'immatriculation a été faite sur le guichet unique, tout ce qui est fait maintenant sur le guichet unique pour une modification, on va dire qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Voilà. Le problème concerne les entreprises qui ont été créées avant le 1er janvier 2023 et pour lesquelles il y a des situations complexes, plusieurs dirigeants. Les établissements, il y a un vrai sujet sur les établissements. Beaucoup d'entreprises ne sont pas catégorisées siège et établissement principal. C'est potentiellement la difficulté que vous avez, vous. Si le dossier il n'est pas catégorisé et fait correctement, il faut donc procéder à une formalité de complétion et de correction avant de faire une modification. Alors, pourquoi ces histoires de complétion et de correction ? Vous aviez avant plusieurs systèmes informatiques. Vous aviez le système informatique de l'INSEE, le système informatique de l'URSSAF, le système informatique des greffes, le système informatique des MSA, des chambres des métiers, des impôts. Tous ces systèmes informatiques-là sont tous différents les uns des autres, avec des ancêtres, voire des dinosaures informatiques, puisqu'il y en a qui étaient des systèmes qui datent des années 80, avec des briques de correction dessus, de mise à jour, d'évolution technique. Et ce qui fait que quand ça a été alimenté, pour alimenter le RNE, il y a quand même eu des modifications législatives successives. Et donc, tous ces fichiers-là ne contenaient pas tous les champs des modifications successives. Je prends les bénéficiaires effectifs. En 1980, les bénéficiaires effectifs, ça n'existait pas. Le contrat d'appui, ça n'existait pas. La société de mission, ça n'existait pas. Les histoires d'activités sédentaires, permanentes, saisonnières, tout ça, ça n'existait pas. Donc, il y a tout un tas de nouveaux champs qui n'existaient pas. Donc, il faut du coup mettre à jour dans le RNE. L'erreur qui a été faite, parce que là, il faut quand même reconnaître l'erreur qui a été faite, c'est de mettre en place cette formalité de correction et de complétion obligatoire avant d'effectuer une modification. Ça, c'était la connerie du siècle au mois d'octobre. Bon, voilà, faut être clair. Si ça n'avait pas été fait, on n'en serait pas là aujourd'hui, je pense. Donc maintenant, elle est là. Par contre, chose qu'on a quand même obtenue, c'est qu'avant, il fallait faire complétion, correction, modification. Maintenant, on a obtenu le fait que ce ne soit pas ce chemin-là qui soit strictement obligatoire. S'il n'y a pas de difficulté dans le dossier, on n'est pas obligé de faire une complétion, correction avant de faire une modification. Si le RNE, il est erroné, tant pis. Voilà, ce n'est pas la priorité du moment. La priorité du moment, c'est que les gens puissent faire leur formalité de modification. Donc, si vous avez une modification, je vais prendre un exemple très concret, vous faites une augmentation de capital, vous avez une difficulté sur la date de naissance du dirigeant, par exemple, qui est remontée, qui est fausse, parce que ça arrive de temps en temps, ce n'est pas grave. Vous pourrez passer votre formalité de modification d'augmentation de capital. Le greffe, lui, n'aura pas la remontée sur l'identité du dirigeant qui est potentiellement fausse au RNE. Lui, il n'aura que la synthèse avec « je souhaite modifier mon capital » et avec le nouveau capital et les pièces jointes qui sont liées à l'augmentation de capital. Le reste, il ne le verra pas. Donc, vous n'aurez pas de risque de dire « merde, j'ai une erreur dans la date de naissance de mon dirigeant, elle est fausse sur le RNE, ça va modifier mon cabis avec une fausse date de naissance ». Non, vous n'avez pas ce risque-là. Donc, vous pouvez très bien faire les formalités dès lors qu'il n'y a pas de champs qui sont impactés par l'erreur. Voilà. Il y a quelques trucs sur les changements de sièges sociaux. Il y a l'air d'avoir des Alors, il y a un vrai difficultés. problème, par contre, sur les transferts de sièges social, sur les fermetures d'établissements, puisqu'il y a plein d'établissements qui ne sont pas catégorisés siège et établissement principal. Alors, il y a un développement qui a été mis en ligne il y a une dizaine de jours, où maintenant, un établissement qui est catégorisé siège, alors qu'il devrait être également établissement principal, on peut, mais il faut passer obligatoirement, par contre, par une formalité de correction, là, il n'y a pas le choix. On peut le catégoriser nous-mêmes en mode siège et établissement principal. Voilà, ça, c'est une avancée qu'on a obtenue. Après, il y a un autre dossier, il y a une autre problématique qui est, elle, encore assez importante, c'est le manque de remontée des établissements secondaires. Il y a certains dossiers où les établissements secondaires ne remontent pas tous. Donc là, il y a un gros travail qui est en cours avec l'INSEE pour comprendre pourquoi ces établissements ne remontent pas. A priori, ça avance dans le bon sens, mais c'est long. Nous, alors au départ, ils avaient exigé qu'on appelle INPI direct
pour demander à NP Direct. Donc, NP Direct, c'est les gens au téléphone hein, que vous avez qui vous racontent des choses. Il fallait appeler NP Direct pour compléter les établissements secondaires manquants. Non, il n'en est pas question. Là, alors moi, je suis au COPIL pour le coup de Bercy. J'ai été très ferme sur le sujet. Il n'est pas question que les utilisateurs appellent INPI Direct pour faire compléter leurs établissements secondaires. Soit le système il est corrigé, soit on nous donne la main pour ajouter nous-mêmes les établissements secondaires. Et au besoin, on produit les avis sirènes, puisqu'on les a et on peut les avoir normalement sur les sites de l'INSEE. On ajoute les avis sirènes dans les pièces jointes pour justifier que on a ajouté un établissement secondaire et qu'il est actif et qu'il n'y a pas de raison qu'on nous rejette le dossier. Est-ce qu'après, on parle des dissolutions radiation? On a un slide là-dessus? Non, c'est pas prévu. Vous voulez en parler 2 secondes? Ouais, on vous le demande. c'est quoi le sujet sur les dissolutions? Il y a un petit mot sur la formalité de dissolution radiation au RCS. Oui, alors on peut pas faire, je pense voir la question, on peut pas faire de dissolution et clôture en même temps. Et ça, c'est une vraie difficulté pour le coup. Alors qu'on peut le faire sur Infogreffe, on fait 2 dossiers, on met en observation dossier lié avec le dossier bidule et puis potentiellement on appelle le greffe, attention, j'ai 2 dossiers en même temps, dissol clôture, ne vous trompez pas, et en général ils ne se trompent pas d'ailleurs. Par contre, sur le guichet unique, il faut attendre que la dissolution soit traitée pour pouvoir passer la clôture de liquidation. Donc ça, c'est une difficulté, on leur a fait remonter. Bon, clairement, ils nous disent qu'il n'y a pas de solution. On va marteler ça dans l'avenir, mais ce n'est pas non plus la priorité absolue. J'avais une petite question sur les factures. Moi, j'avais cru que c'était résolu, l'histoire de la facture du règlement qui colle pas. Là. Alors, la facture, le problème des factures, c'est qu'on n'avait pas le nom des cabinets sur les factures. Ah, puis on n'avait pas le bon montant aussi. Alors, le bon montant, alors ce qui compte, alors, vous n'avez pas le bon montant sur les factures des greffes. Attention, les factures des greffes ne sont pas celles qui sont valables comptablement. C'est les reçus INPI qu'il faut aller télécharger en fin de processus. Dès que le dossier est validé, il faut aller dans le dossier, donc sur le guichet unique, et aller télécharger les reçus de paiement. C'est ces reçus de paiement qui font foi, puisqu'ils comprennent la taxe INPI, alors que les frais de greffe maintenant, enfin la facture greffe ne comprend plus la taxe INPI, et c'est normal puisque les frais de guichet unique et de greffe ont été perçus au départ sur le guichet unique et par l'INPI, donc l'INPI ne reverse plus, enfin le greffe ne reverse plus la fameuse taxe INPI de 5,90 € qui était perçue initialement. Donc c'est pour ça qu'il y a des distorsions entre les factures greffe et les factures INPI, mais celles qui comptent, c'est les factures INPI, parce que c'est à l'INPI qu'on paye et pas auprès du greffe. OK. On avance là? On avance sur ce point-là. Donc, quand vous êtes dans parcours de modification, contrairement à Infogreffe, au départ, vous aviez tout un tas de cases à cocher. Je veux intervenir sur une forme juridique, je veux changer un établissement, je veux changer je sais pas quoi. Vous cochez vos cases et ça vous ouvrez derrière tous les champs adéquats. Là, le système, il est plus du tout fait de la même façon. Vous avez les questions en fonction des champs. Donc, si vous voulez changer quelque chose dans l'identité d'entreprise, bah, vous avez une certaine série de questions. Alors attention, si vous changez par exemple la forme juridique, le changement de forme juridique, la question elle est tout en haut. Et si vous voulez faire par exemple une reconstitution de capitaux propres, elle est tout en bas. Bon, c'est pareil, c'est pas très logique, mais bon, pourquoi pas. Elle est sur cette page-là, donc des fois on cherche. Bon, bah, faut bien penser à aller voir tout en haut et potentiellement tout en bas en fonction de ce qu'on fait. Si vous voulez changer quelque chose sur un dirigeant, eh ben, toutes les questions elles seront posées dans la rubrique composition. Donc, composition, c'est tout ce qui touche aux dirigeants. Donc là, vous allez pouvoir les modifier, les supprimer, les ajouter. Si vous voulez toucher quelque chose concernant un établissement, donc au sens large, non commercial, enseigne, une activité, modifier une enseigne, supprimer une enseigne, modifier une activité, bah, vous allez aller cliquer dans établissement et vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez dans les établissements. Et la rubrique bénéficiaire effectif, c'est vraiment tout ce qui touche aux bénéficiaires effectifs. J'ai Dorian qui nous dit, je ne comprends pas bien quand il faut utiliser complétion, correction. Alors, complétion, c'est vraiment quand les données du RNE, du registre national des entreprises, donc, sont incomplètes. Donc, il faut aller compléter les données. Donc, par exemple, bah, activité non sédentaire, sédentaire. Clairement, sur quasiment 90% des dossiers, il va falloir aller cocher cette case. Le genre, par exemple, sur toutes les identités de dirigeants, le genre, il ne remonte pas. Donc, il va falloir aller le compléter. Vous allez avoir la date de première... Alors ça, il y a une vraie difficulté, par contre. Sur la date de première clôture de l'exercice comptable, on ne l'a jamais, cette information. Si elle n'est pas sur le CABIS, alors elle est sur les CABIS récents, mais sur les vieux CABIS, on n'a pas la date de première clôture. Néanmoins, il faut la mettre puisque c'est une donnée qui est voulue dans le RNE. Alors là, on milite pour la faire sauter, par contre, parce que
la nécessité de cette date de première clôture de l'exercice social, elle est importante lors du premier exercice pour éviter les relances des greffes et pour éviter les relances par les impôts le 15 mai de l'année suivante pour dire bah non, je suis dans le premier exercice, donc arrêtez de m'envoyer une relance de liasse fiscale, c'est bon, foutez-moi la paix. Ça sert qu'à ça. J'ai une petite question concernant le paiement. À quand la création d'un lien direct pour faire payer directement le client en fait? C'est dans les Alors, tuyaux, la délégation ça de paiement, ça, on l'a demandé. Okay. Donc, au départ, ils ne voulaient pas l'intégrer, mais les experts comptables, il y a M. Viau, qui est au comité utilisateur, qui a réinsisté la dernière fois. Moi, j'en ai remis une couche aussi. Donc, ça va se faire, je pense, mais ce n'est pas une priorité, clairement. Mais pour vous, je sais que c'est un vrai besoin, puisque la délégation de paiement par tiers sur Infogreffe, ça se faisait beaucoup. Et bon, bah, on le porte, et M. Viau qui est là. Donc Patrick Viau qui est du Conseil national de l'ordre. Il le porte également. Les NPI, c'est un dossier national, donc c'est le Conseil national qui traite en direct, en faisant remonter toutes les difficultés. Mais bon. Il fait ce qu'il peut aussi. Alors par contre, une information importante là sur les modifications. Les formalités doivent être faites dans le mois qui suit. La survenance de l'événement. Donc, par exemple, une formalité, un acte décidé le 15 janvier, la formalité doit être déposée au plus tard le 15 février. Si vous avez plusieurs événements en même temps, donc un changement de dénomination sociale et, par exemple, une augmentation de capital, dans certains greffes, ceux qui sont cités, là, par exemple, Pontoise, Versailles, Bobigny, Échartres, voilà. Si vous déposez le dossier le 17-18 février ou plus tard, vous avez quasiment 3 chances sur 4 que le greffier vous compte 2 fois les frais parce qu'il considère que vous n'avez pas respecté le délai d'un mois. Donc, sur une augmentation de capital, un changement de déno, vous allez potentiellement payer 2 fois 192,01. Donc, il faut le savoir, dans ces greffes-là, il faut vraiment déposer le dossier dans le mois qui suit. Est-ce que les délais de traitement des trésors publics rentrent dans ce délai d'un mois? Malheureusement, oui. Et ça, c'est un problème, puisqu'on a des SDE qui enregistrent les actes 2, 3, 4 mois. Moi, j'ai une session d'action. Là, je l'ai envoyée en novembre. En février, je ne l'ai toujours pas. Voilà, Versailles, par exemple, voilà, pour ne pas les citer. Je n'ai toujours pas le retour. Donc, c'est pourtant. Alors, la session d'action, par chance, ça ne se dépose pas. Donc, je n'ai pas d'impact. Mais vous déposeriez une formalité avec une session de part, potentiellement. Vous auriez une difficulté pour déposer votre formalité dans les délais. Alors, dans ce cas-là, on l'a fait en 2 temps. On fait la partie, si on a une session de part de SARL et qu'on a un changement de gérant, potentiellement, on fait sa formalité de changement de gérant dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, on déposera juste en acte la session de part enregistrée pour pas avoir la difficulté potentielle, si on est en multimodif, d'avoir un greffe qui nous taxe 2, 3 fois les 192,01. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Vous avez des greffes qui appliquent vraiment strictement ce texte. Donc, il existe. Pour le coup, ce n'est pas du zèle. C'est la réglementation à 123-43 du Code de commerce. Bon, ça leur permet de le faire. Donc, ils ne sont pas très nombreux à le faire, mais ceux qui le font, malheureusement, ils sont dans leur bon droit. Voilà. Donc sur les formalités de complétion, vous voyez, vous avez des champs à corriger. Donc, ça, il n'y a pas de difficulté. Les corrections ne visent qu'à corriger des erreurs. Alors, il y en a un certain nombre sur notamment les activités qui sont parfois mal remontées ou les dirigeants. Voilà, ça c'était quoi déjà? Parce que je ne vois pas bien là-bas. Voilà. Donc, il y en a sur les dirigeants. Donc, il faut bien corriger les bons champs. Si jamais vous vous apercevez… Activité principale de l'établissement, à gauche, donc là, activité de l'activité… Là, par exemple, c'est une activité où ils m'ont repris le code APE du dossier. Par exemple, vous avez des activités où, au lieu de reprendre les données du CABIS, on ne sait pas pourquoi, ils ont repris une donnée du code APE qui est remontée dedans. On ne sait même pas comment ils l'ont chopé. Si, par l'INSEE, pour le coup, par la base INSEE. Donc, potentiellement, l'activité qui est là, elle est fausse. Ça, c'est mon CABIS, en l'occurrence. Ce n'est pas du tout mon activité réelle qui est déclarée sur mon extrait CABIS. C'est vraiment, ça, c'est le libellé du code APE. Donc là, clairement, il faut aller faire une correction pour aller corriger les données de son RNE. Et il faut faire très attention, par contre, c'est la catégorisation de l'activité. Alors, la catégorisation activité ne sert absolument pas à obtenir le code APE et à orienter la distribution du code APE. Ce n'est pas du tout ça. La catégorisation activité, elle sert à orienter le dossier au bon organisme. Donc, il faut être très vigilant là-dessus.
Parce que si vous catégorisez mal une activité, potentiellement votre dossier il va aller que au greffe alors qu'il concerne la CMA. Enfin, CMA, c'est les chambres des métiers. Ou alors, il va à la chambre des métiers alors qu'il ne concerne absolument pas la chambre des métiers. Et derrière, vous allez être coincé. Parce que tant que la chambre des métiers n'aura pas traité votre dossier, potentiellement en immatriculation notamment, vous n'aurez pas l'attribution définitive du numéro sirène. Donc, ça peut vous bloquer. Donc, les catégorisations activités, c'est un des passages qui est parfois complexe. Alors, il faut le savoir et on pourra peut-être l'envoyer. Il y a un fichier Excel qui existe pour les professionnels qui est d'une grande aide. C'est qu'on tape un mot-clé dedans et potentiellement, en fonction de l'activité que vous souhaitez déclarer, ça vous donne le chemin à catégorie 1, catégorie 2, 3 et 4. Donc, ça, c'est une grande aide. Mais il faut être très vigilant sur la catégorisation activité. Si vous saisissez une catégorisation et que vous vous dites moi, je veux que mon dossier il aille au greffe parce que c'est une activité commerciale et que vous voyez et que vous apercevez que ça vous a catégorisé en artisanal, eh ben, il faut stopper. Vous reprenez votre catégorisation activité et vous la changez pour que ça revienne dans le bon giron. C'est vraiment très, très important. Sur les formalités de correction, il y a eu de nombreux développements qui ont été demandés et qui ont été mis en ligne la semaine dernière. Pour vraiment lever de grosses difficultés qu'on rencontrait et qu'on rencontre d'ailleurs au quotidien. Donc normalement, on devrait rencontrer moins de problèmes. Il y a un gros comité d'utilisateurs qui est le 15 février. Très clairement, il a été demandé aux utilisateurs de faire remonter officiellement les difficultés qu'on rencontre encore sur les corrections au comité d'utilisateurs. Donc, si le 15 février, par contre, on a encore de grosses problématiques sur les corrections, là, je pense que ça va changer de ton très sérieusement. Il a été demandé à l'INPI de faire preuve de diligence, enfin pas de diligence, plutôt de discernement sur les procédures de contrôle et de rejet des corrections, d'arrêter de nous faire des rejets systématiques sur des formalités de correction, mais plutôt de faire des demandes de régularisation, parce qu'un rejet impose le fait qu'on refasse entièrement la procédure. Quand on y a passé déjà 1 heure et qu'on nous la rejette juste parce qu'on n'a pas mis un cabis de moins de 3 mois ou que sur le mandat, il n'y a pas le mot correction et qu'on est obligé de repasser 1 mois derrière, enfin 1 heure derrière pour refaire le dossier, c'est juste plus qu'agaçant, c'est très énervant. Donc, on leur a demandé de ne plus rejeter les dossiers de manière systématique, mais de les passer en régule, de ne plus faire de rejet pour l'absence du mot correction ou mot complétion sur les mandats. Si on vient faire un dossier de modification, c'est qu'on a un pouvoir aussi pour corriger les données du RNE. Oui. Donc ça, il faut arrêter de nous embêter. Voilà. Et normalement, les délais devaient être en cible. Fin décembre, ils devaient être à 72 heures. Donc là, on a tapé du poing sur la table aussi, puisque la semaine dernière, le délai était encore à plus de 12 jours. Et visiblement, d'après les retours que j'en ai depuis lundi, le délai tendrait à légèrement se réduire. Donc, on va peut-être y arriver, à enfin arriver à ce délai de 3 jours maximum. Voilà. Ça, c'est sur les complétions, corrections, modifications. Juste une information importante. Si vous avez une société sans activité au départ et que vous voulez faire une formalité de correction et de complétion, le sens, il est inversé. On doit corriger, compléter, modifier et pas compléter, corriger, modifier. Voilà. Pour les sociétés sans activité, c'est l'inverse. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'en sais rien. C'est leur logique. Je ne sais pas. Voilà. On parle des artisans, là? Alors, on peut parler des artisans. Alors, les artisans, il y a un vrai chantier avec les artisans. Et notamment, depuis la bascule du 1er janvier, donc tous les dossiers artisanaux qui ont été traités sur Infogreffe, enfin, qui ont été déposés sur Infogreffe et qui ont été traités dans les greffes avant le 31 décembre, mais qui n'ont été traités que dans les chambres des métiers à partir qu'après le 1er janvier. Pour l'instant, aucune diffusion aux organismes n'est possible. Pourquoi? Parce que les flux CFE des chambres des métiers se sont arrêtés le 31 décembre à 23h59. Donc, il n'y a plus aucune transmission qui peut se faire auprès des organismes destinataires pour ces dossiers qui étaient à cheval depuis entre le 31 décembre et le 1er janvier. Deuxième problématique, tous les dossiers qui sont traités sur Infogreffe qui concernent des artisans depuis le 1er janvier. Alors, Infogreffe devait mettre en place un système informatique entre Infogreffe et CMA France. Le serveur informatique ne sera opérationnel. J'ai reçu un message ce matin, c'est frais. Normalement, est opérationnel aujourd'hui.
Donc, tous les dossiers artisanaux depuis le 1er janvier, il n'y en a aucun qui pouvait être traité par les chambres des métiers. Donc, là, il y a une vraie difficulté, par contre. Il est vivement déconseillé de passer les dossiers sur Infogreffe pour les artisans. Au jour d'aujourd'hui, vaut mieux attendre, s'il y a un dysfonctionnement sur le guichet unique, vaut mieux attendre potentiellement qu'il soit réglé plutôt que de transférer le dossier sur Infogreffe par facilité. Parce que derrière la facilité, oui, on a le cabis tout de suite et c'est tout ce qu'on veut, il ne faut pas se voiler la face. On a tous besoin de notre cabis pour notre banquier, notre notaire, notre bailleur, notre ami, l'expert comptable, nos amis des impôts. Mais derrière, il y a des conséquences, c'est la chambre des métiers. Et si vous n'êtes pas inscrit au répertoire des métiers, il y a des sanctions, voilà, et potentiellement des poursuites. Et il y en a qui ne peuvent pas avoir certaines aides. Donc, c'est un problème. Donc, il n'est pas conseillé de faire les dossiers sur Infogreffe pour les artisans dès lors qu'il n'y a pas de dysfonctionnement vraiment très important et très bloquant. Voilà. Donc les artisans, on les met de côté comme on peut. On les met de côté tant qu'on peut. Alors, la situation, elle va forcément s'arranger, mais CMA France attend une procédure d'inscription d'office pour pouvoir traiter les dossiers de leur côté et d'envoyer des inscriptions d'office pour dire, bah voilà, on a traité le dossier de M. Tartampion, et donc il est bon, et on fait une inscription au RNE d'office pour dire, ben, le dossier artisanal de M. Tartampion, il est conforme à la réglementation. Parce que le souci, c'est que les CMA n'ont plus leur système informatique. Donc, pour savoir si un artisan est bien artisan aujourd'hui, pour le coup, c'est le RNE. Et la solution de facilité des banques, c'est pas d'aller ils ne s'abonnent plus à Infogreffe, ils s'abonnent au RNE parce que c'est gratuit. Voilà. Okay. Et donc, vous pouvez donc avoir des informations sur le RNE qui sont non conformes et qui donc posent un problème, notamment en cas de demande de prêt. Bon, là, on passe aux comptes annuels. Alors, les comptes annuels. Moi, la dernière fois que j'ai suivi le dossier, c'était évidemment juin-juillet, comme tout le monde. Enfin, bon. Alors, et là, c'était un pataquès terrible. Les comptes annuels étaient un enfer absolu en 2023. Voilà, il n'y a rien qui fonctionnait. On faisait des envois papier, en gros, à la donc, fin. Tout le monde est passé à l'envoi papier. Et okay. j'ai envie de dire, tout le monde a bien fait de passer à l'envoi papier, franchement. Donc là, il y a 3 solutions pour le dépôt des comptes. Donc, le guichet unique. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir sur le guichet unique, le dépôt des comptes sur le guichet unique fonctionne bien. Voilà, ça, au moins, je m'avance là-dessus. Ça fonctionne bien sous réserve de strictement bien respecter ce qui est demandé. Maintenant, on ne dépose plus l'alias fiscal en entier, le pavé que vous savez tous faire avec les amortissements, les déductions, tout ça. On ne dépose plus le tas. On dépose le bilan actif-passif, qui doit être certifié conforme par le dirigeant avec la mention certifié conforme. On dépose le compte de résultat, j'allais dire le compte de résultat actif-passif, alors n'importe quoi. Donc, le compte de résultat certifié conforme par le dirigeant. Donc, les 2 pièces doivent être certifiées conformes. On dépose la résolution d'affectation du résultat pour ceux qui font des extraits, donc il n'y a pas de difficulté, ou le PV en entier pour ceux qui déposent le PV en entier, le rapport de gestion s'il n'y a pas de dispense, la déclaration de confidentialité, et là, il ne faut pas se tromper entre la déclaration de confidentialité des micro-entreprises et la publicité simplifiée des moyennes entreprises ou la publicité simplifiée des petites entreprises. Donc, c'est pareil, le document que vous faites, si vous avez un modèle type avec des cases à cocher, déclaration de confidentialité, publicité simplifiée, petites entreprises, publicité simplifiée du bilan pour les moyennes entreprises. Ça, vous zappez ça. Vous faites 3 modèles, déclaration de confidentialité, publicité simplifiée du compte de résultat, publicité simplifiée du bilan. Et avec ça, si vous respectez bien tous les critères, que vous mettez bien dans chaque rubrique le bon document et que vous ne vous trompez pas, quand on est en déclaration de confidentialité, dans la rubrique, alors si on avance un peu, c'est celle-là. Si on met bien bilan actif-passif et qu'on ne se trompe pas en mettant bilan simplifié, c'est là où il ne faut pas se tromper. Le bilan simplifié, c'est pour la procédure de dépôt de publicité simplifiée du bilan. Voilà. Si on est en déclaration de confidentialité des micro-entreprises, c'est la ligne bilan actif-passif et idem pour le compte de résultat. C'est là-dessus où il y a beaucoup de rejets derrière. C'est que les dossiers arrivent mal catégorisés parce que les pièces sont mal catégorisées ou sont rassemblées. Bilan actif-passif et compte de résultat, on se dit on s'en fout. Je mets les 2 documents dans le même et je le mets dans le bilan actif-passif et dans le compte de résultat. Non, on sépare le bilan actif-passif, certifié conforme,
et on sépare le compte de résultat et on le met dans sa bonne rubrique. Et à partir de là, pas de problème. On n'oublie pas de demander un pouvoir. Il faut désormais un pouvoir pour déposer les comptes annuels, ce qui n'était pas prévu au départ. Donc ça, c'est la procédure guichet unique. Si on respecte bien le truc, maintenant, ça marche. Deuxième procédure, la voie papier. Elle est toujours ouverte et ce n'est pas une procédure de secours, c'est réglementaire. Quel que soit le dossier qu'on dépose, l'expert comptable doit avoir un pouvoir. Voilà, quel que soit le dossier qu'on dépose sur le guichet unique, de toute façon, l'expert comptable doit avoir un pouvoir. On est bien d'accord que ce n'est pas normal, mais c'est comme ça. Oui, mais il y a un texte. Pour le coup, il y a une... Non. Oui, c'est pas normal. Oui, oui mais là, pour le coup, ce n'est pas la faute du guichet unique, c'est réglementaire. Non, avant, il n'y avait pas de pouvoir. On n'est pas dans la simplification, on est bien d'accord. Ah si, il y est. Sauf dispense. Il est tout en bas. Si, regardez, tout en bas. Rapport de gestion, sauf dispense. Ouais. Il est en bas. Ouais. Non, il y est, j'en ai déposé plein. Il y est. Oui, non, mais c'est pas toutes les pages. Hein. Non, attention. Non. Vous faites bilan actif-passif, vous mettez bilan actif-passif certifié conforme sur la page 1 et compte de résultat, c'est vous certifiez conforme sur la page 1 du compte de résultat. Alors, il faut absolument... Non. Alors, attendez. Non. Il faut absolument vous parler dans un micro pour ceux qui sont à distance. Donc, oui, c'est assez portable. Oui, non, mais... On est... Non, mais moi, je ne trouve pas ça logique, c'est la règle. Je ne la trouve pas logique. Non, mais c'est. Moi, je la trouve pas logique. C'est pas. Moi, c'est pas vous qui développe. Non, mais vous. Ah oui, c'est con. Mais c'est pas. Enfin, c'est pas de la simplification. Mais on est d'accord. Ce n'est pas le premier truc qui est con dans le guichet unique. Hein. Oui. Moi, je comprends qu'au bout de 50 minutes. Oui, ça marche. Si on respecte bien le. Oh. Non, mais c'est ridicule, mais ça marche. Voilà, on peut pas dire. Il y a des gens qui veulent l'utiliser, donc on n'a pas le choix. Après, la voie 2, c'est le papier. Clairement, ça c'est réglementaire, donc on dépose un papier. Comment prenez le micro, monsieur, si vous voulez parler, parce que si vous ne prenez pas le micro, ils doivent vous entend alors, pas. Pour le coup, un greffe qui refuse le papier ne doit pas refuser le papier. Si, je vous montrerai la lettre que j'ai reçue. Oui, je veux bien. Oui, je ferai monter au Conseil national des greffiers. Ils ne doivent pas refuser un dépôt papier puisque c'est prévu par les textes, pour le coup. C'est refusé. Et troisième voie, Infogreffe a été réouvert pour le dépôt des comptes annuels pour toute l'année 2024. C'est dans la procédure de continuité. Donc, vous pouvez déposer les comptes annuels sur Infogreffe. Comme les dépôts d'actes, d'ailleurs, la procédure dépôt d'actes isolé a été réouverte également sur Infogreffe. Voilà, donc quand on a une difficulté avérée, ou alors l'avantage d'Infogreffe, c'est qu'on peut respecter l'ancien système. Si on veut déposer à l'alias fiscal, on peut le faire. Donc, pas de difficulté. Et le pouvoir, pour le coup, sur Infogreffe, ils ne l'ont pas modifié, donc il n'est pas demandé. Voilà. Le micro pour madame. Oui, allez-y. Au sujet des formalités dépôt des comptes ou autres déposés via Infogreffe, ma question est la suivante. J'avais lu qu'il fallait après régulariser pour avoir une mise à jour RNE. Et je voulais savoir comment ça se passe en fait. Ça remonte au RNE. Ça remonte au RNE. Et transmission également à tous les autres organismes? Les comptes annuels, il n'y a pas de transmission aux organismes. Et pour les modifications? Alors, les modifications, c'est autre chose. Alors, si vous faites une formalité sur Infogreffe, après, c'est comme avant. Si vous avez mis complètement à jour votre dossier RNE, que vous avez fait toutes vos formalités de correction de complétion et que vous faites une formalité sur Infogreffe parce qu'il n'y a pas le choix et que vous êtes contraint de le faire, en fonction de la formalité que vous faites, ça peut venir dégrader le RNE. Alors, en gros, ça viendra dégrader le RNE si vous faites un changement sur un établissement. Clairement, là, ça va mal remonter dans les RNE, donc vous aurez potentiellement à revenir faire une formalité de correction au RNE sur votre établissement. Mais si vous faites des formalités standards, genre augmentation de capital, tout ça, sur Infogreffe, ça ne viendra pas normalement dégrader le RNE. C'est vraiment des champs spécifiques, les dirigeants potentiellement et les établissements. Donc on comprend que… Établissements au sens large, donc
transfert de siège, fermeture, ouverture. On comprend bien que pour le dépôt des comptes, comme vous l'avez dit, ça fonctionne sur le guichet unique. Ça fonctionne, c'est chiant, mais ça fonctionne. Mais il y a un mode d'emploi très particulier qui… C'est un mode d'emploi qui est particulier avec ce découpage. Voilà. Qui est exigé. Donc, 3 possibilités de déposer les comptes. Le premier sur le guichet unique, mais là, il faut respecter le mode d'emploi si on a des rejets dans tous les sens. Exactement. Le deuxième, c'est infogreffe comme avant, c'est plus facile. Voilà. A priori, on n'a pas besoin de mandat. Et le troisième, c'est le papier. Qui est resté ouverte. Avec un mandat ou sans mandat? Au départ, c'était sans mandat et les greffes, visiblement, pour l'instant, ne l'exigent pas avec un mandat. Donc, ok, très bien. Voilà. Si, vous l'avez eu. Bon, certains greffes demandent un mandat. Donc, le greffe de Paris exige un mandat. Bon, après, oui, alors pour la voie papier, oui, c'est un original. Ouais. Alors après, comme c'est le texte qui le prévoit, avant le texte, il n'y avait pas de texte qui le prévoyait. Maintenant, c'est le texte sur les mises à jour RNE qui le prévoit. Donc, comme les comptes annuels remontent au RNE, donc ils considèrent que c'est un mandat pour publier les données des comptes annuels sur le RNE. Voilà, c'est leur interprétation. C'est l'interprétation des greffes. Il y a quelques commentaires là concernant le dépôt des comptes sur Infogreffe. Il semblerait qu'on passe par le guichet unique, c'est ça? Oui, alors et on pour trouve activer, un lien. Il est où le lien? C'est la procédure de continuité. Donc pour arriver sur la procédure de continuité, donc elle a été arrêtée par l'arrêté pour le coup du 26 décembre 2023, publié le 28 décembre. Là, on passe du secours à la continuité. Oui, voilà, on change du secours on change les mots. C'est la simplification administrative à la française. Voilà, on change les mots. Bon, c'est une procédure de secours, en gros, qui est en gros la même qu'avant, qui n'est pas ouverte aux immatriculations, qui n'est ouverte pour l'instant qu'aux modifications, cessation, dépôt d'actes et dépôt des comptes annuels. Donc, pour les modifications, quand on veut aller sur Infogreffe, il faut aller forcément dans la formalité de modification et il faut passer l'étape 2. Donc, en gros, il faut cliquer sur composition pour y arriver directement. Et tout en haut, vous allez avoir un lien qui vous envoie sur la procédure alternative. Et sur le dépôt des comptes et le dépôt des actes isolés, c'est la même chose. Dès que vous allez dessus, vous allez avoir tout en haut un lien qui vous renvoie vers la procédure alternative. La procédure de secours n'est pas active pour les immatriculations. Néanmoins, le texte le permet. Et donc, il y avait un blocage, par exemple, hier, où aucun dossier d'immatriculation n'arrivait dans les greffes. Donc, il y a la possibilité qui est ouverte de saisir le collège stratégique. Donc, le collège stratégique, il est piloté par la Direction générale des entreprises. Donc, c'est Bercy, c'est la DGE qui le pilote. Donc, c'est très bien. On sait qui c'est maintenant. Donc, quand il y a un dysfonctionnement supérieur à 3 jours, n'importe qui peut écrire à la Direction générale des entreprises et demander la saisine du collège stratégique pour faire part d'un gros dysfonctionnement et demander l'activation de la procédure de continuité. Alors, ils ne vont pas l'activer comme ça à la première demande, mais s'il y a plusieurs demandes et un ordre professionnel qui viendrait à le demander, potentiellement, la demande pourrait être entendue pour ouvrir une procédure. Donc là, si les problèmes sur les immatriculations constatés lundi et mardi sur les transmissions au greffe n'avaient pas été résolus, potentiellement, on aurait pu, et d'ailleurs c'est ce que j'avais fait hier, dire on va saisir le collège stratégique pour ouvrir la procédure de continuité pour les immatriculations sur Infogreffe, puisque les développements existent toujours, ils n'ont pas été détruits. Voilà. Donc on y arrive par le guichet unique et en cliquant sur procédure alternative et on arrive sur notre compte Infogreffe. Donc il faut se reconnecter par contre à notre compte Infogreffe. Donc ça nous délogue, on sort du guichet unique et on arrive sur Infogreffe, donc on se reconnecte. Et là par contre, on paye sur le système Infogreffe. Donc, ceux qui étaient habitués à la délégation de paiement Infogreffe, pour le coup, ils peuvent utiliser la délégation de paiement parce qu'elle existe toujours. Bon. Ah, c'est bon, on a fini là, c'est cool. Il nous reste 5. On peut encore en dire pendant 5-10 minutes, sinon on passe à toutes les questions. J'en ai parlé pour les artisans, donc voilà. Il y a des gens qui ont des dossiers agricoles ou pas? Non? Pas dans la salle, non? Est-ce qu'en ligne, il y a des gens qui ont des dossiers MSA? Parce que pour les dossiers MSA, c'est la même procédure, c'est la même problématique pour les dossiers artisanaux. Non, tout le monde dit non. Là, tout le monde dit non. Ah, il y a un oui. Ah, bon. Alors, au moins un oui. On y va. C'est la même problématique que pour les dossiers artisanaux, sauf qu'il n'y aura pas de transmission électronique entre Infogreffe et la MSA. Là, par contre, ils vont passer au papier.
Donc, ce sera vraiment, alors là, c'est encore pire, c'est une transmission vraiment d'un dossier papier entre Infogreffe et MSA, parce que la MSA a indiqué qu'il n'était pas en mesure de traiter la réception d'un flux électronique par Infogreffe. Bon, il y a Hélène qui nous dit qu'elle en a fait un sur le guichet unique en décembre 2023 et il est toujours en attente à la MSA. Oui, je ne suis pas étonné. Voilà. Ils ont exactement la même problématique que les artisans. On passe aux questions là, c'est ça, Eric ? Ouais. Alors, il y avait comment régulariser les frais réclamés suite à un rejet de dépôt des comptes, suite à un changement de tarif ? Alors, c'est un rejet greffe ou c'est un rejet INPI C'est Vincent. Vincent, rejet greffe ou INPI dans votre question ? Bon, on fait les deux. S'il a payé, de toute façon, si le questions. dépôt des comptes a été effectué sur le guichet unique et qu'il y a une réclamation à faire, il faut demander à l'INPI. Mais il faut faire attention parce que l'INPI rembourse. Alors ça, c'est pareil. Il rembourse des frais tout seul dans leur coin. On ne sait pas à quoi ça correspond. Il n'y a pas de référence. Donc là, on a exigé qu'ils nous expliquent aussi quand ils remboursent. Parce qu'ils nous remboursent des 1,36 €, des 2,52 €, des 4,25 €, sans qu'il y ait de référence et sans qu'on sache à quel dossier c'est rattaché. Donc, on leur a demandé de mettre des références dans les remboursements crédit carte bancaire. Voilà, parce qu'on a sur nos comptes INPI VADS, 2,52 €, c'est très bien, mais à quoi ça correspond ? On ne sait pas. On sait pas. Quand c'est l'INPI, c'est NPI, le greffe, c'est le greffe. Voilà. Et quand c'est Infogreffe, potentiellement, normalement, quand il y a un remboursement par les greffes, normalement, il n'y a même pas besoin de demander le remboursement. Normalement, ils le font d'eux-mêmes. Sinon, il faut contacter le greffe local et il fait le remboursement. Mais normalement, le remboursement par un greffe, il arrive automatiquement. Ok, c'était un rejet greffe. Est-ce que le CABIS est l'unique document officiel ou on peut exiger le RNE ? Le CABIS, aujourd'hui, est le document officiel. C'est la carte d'identité de l'entreprise. C'est ça qui fait foi. Pour l'instant, dans les textes… J'ai un commentaire sur les 30 jours pile pour le dépôt des comptes. On est à 30 jours pile aussi ? Non, ils ne nous rejettent pas là ? Non, il y a une tolérance greffe très importante sur le dépôt des comptes. Il y a le délai réglementaire donc de dépôt 1 mois après les 6 mois de clôture d'exercice. Donc, on va dire si l'exercice clôture le 31 décembre, on a jusqu'au 31 juillet pour le déposer en version papier. Et quand c'est un dépôt électronique, c'est jusqu'au 31 août. Mais les greffes ne posent pas de problématique. Potentiellement, vous allez recevoir une relance de certains greffes en octobre ou en novembre pour vous dire coucou, vous n'avez pas déposé les comptes. Ils vont vous demander potentiellement 2,52 € de frais de relance, qui est la lettre que vous avez reçue par la poste. Mais il n'y a pas de problématique. Alors, vous avez des greffes, par contre, comme Nanterre, qui fait des astreintes pour nos dépôts des comptes 3-4 mois après. Donc ça, c'est le greffier qui saisit son tribunal et qui fait des ordonnances sur astreinte pour non-dépôt des comptes. Bobigny le fait aussi. Alors, il y a Bobigny qui s'est mis à le faire. Depuis pas mal d'années, guichet unique ou pas guichet unique, il convoque tous les dirigeants qui n'ont pas déposé. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est le non-dépôt où il convoque… ça, c'est très bien, puisque c'est un truc qui avait été mis en place grâce aux experts comptables il y a une certaine époque. La société qui ne dépose pas les comptes pendant 3 ans, potentiellement, c'est un critère de difficulté, de fragilité. Voilà, de fragilité et qui déclenche le processus prévention. Et donc, ça, c'est très bien. Voilà. C'est un indice comme quoi la société est en difficulté, d'autant plus que maintenant, il y a la procédure quand même de confidentialité des comptes pour les petites boîtes. Donc, quand on ne dépose pas les comptes, ça veut vraiment dire que potentiellement, on a une vraie difficulté ou qu'on n'est pas accompagné, potentiellement, ou qu'on ne fait rien, enfin qu'on est tout seul dans son coin. Alors, une petite question de Damien. Comment supprimer une formalité en attente de régularisation qui ne sera jamais régularisée ? Il faut appeler l'organisme en question chargé de la validation pour qu'il fasse un rejet, une invalidation dans son système informatique. Ok. Une société artisanale créée en 2023 sans transmission à la CMA, comment on régularise ? Alors, on attend que ça se passe ? Normalement, non, on n'attend pas que ça se passe parce que ça devrait être transmis. Ça veut dire que potentiellement, ça n'a pas été transmis à la CMA. A priori, oui. Et il est en validation définitive greffe. Si c'est ça, ça veut dire que la catégorisation activité était mal faite et donc le champ direction CMA n'était pas dans le… D'accord, donc on retourne sur le truc, on met la bonne catégorisation. Potentiellement non, parce que ça va vous faire une modification d'activité. Alors on fait quoi, docteur ? Faut contacter la CMA, voir comment faire. Ok. Ouais.
Pour les modifications d'auto-entrepreneurs et les erreurs techniques du site de l'INPI, quelle est la procédure à suivre? Pareil, c'est comme les autres, complétion, correction. Pourquoi les dépôts des comptes au greffe, les greffes n'envoient plus systématiquement la facture des frais et le récépissé du dépôt, même après leur mini-taxe d'un 36? Si c'est déposé sur Infogreffe, ils sont encore contraints d'envoyer une facture puisqu'on a payé auprès d'un greffe, puisqu'on a payé sur Infogreffe. Si c'est le guichet unique, la facture qui fait foi, c'est celle du guichet unique et pas celle des greffes. J'ai un médecin qui se déclare également en LMNP. Est-ce la bonne démarche de passer toutes les inscriptions par le guichet unique? C'est la procédure. Il n'y a pas le choix. Voilà. Ok. Je n'ai pas été remboursé des frais INPI pour dépôt de rejet. Ouais, Comment pareil, faire? il appelle l'INPI. Appeler l'INPI. Ouais. Le tribunal judiciaire de Beauvais donne des amendes si le dépôt des comptes n'a pas été fait dans le mois. Oui, oui. C'est comme Nanterre, hein, c'est l'astreinte. Voilà. Donc, ok. Ils sont très rares, hein, ces greffes-là. On n'arrive pas à joindre la CMA, voilà. Ils ne veulent rien entendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait, docteur? Alors, ils ne répondent pas, là. Quelle CMA? Alors, voilà. Quelle CMA? Ouais. On va me répondre. Sinon, après. Il faut contacter CMA France. 93. Oh, CMA 93. CMA 95. Ouais, bon, il faut me faire un mail. Vous me le direz, je transmettrai. Ok. Mais normalement, ça répond. Alors, 93, il y a un souci. Je fais juste un bémol. Il y a un souci sur le 93, puisque le greffe de Bobigny a rendu, enfin, le greffe, non, pas le greffe, le tribunal, pardon. Le tribunal de commerce de Bobigny a rendu 12 000 ordonnances pour des régularisations qui n'ont pas été faites, justement, par les artisans et les entreprises artisanales du ressort de Bobigny. Sauf que les gens ne peuvent pas actuellement régulariser leur dossier. Donc, c'est un enfer dans le 93. Donc, la Chambre des métiers, je pense, ne répond plus parce qu'ils se font insulter au téléphone toute la journée, mais ils n'ont pas l'outil pour faire les inscriptions d'office et mettre les dossiers à jour. Donc, ils sont complètement coincés. Alors, voilà. Moi, j'ai eu ce cas-là. Ouais, vous avez une ordonnance d'une ordonnance de surveillance du RCS qui c'est ça, le juge commis, intimé, donc, et sous astreinte en plus. Et donc, j'ai appelé le guichet unique qui m'a dit vous envoyez à la CMA. J'ai envoyé un mail à la CMA en disant c'est le guichet unique qui m'a dit. Et ils ont pris en compte et ils sont en train de traiter. Bon, bah tant mieux. Voilà. Voilà. Mais c'est un peu l'exception, c'est le 93, parce qu'il y a ce tribunal qui a rendu 12 000 ordonnances de demande de régularisation. Donc, Bon, alors quand vous proposez d'appeler l'INPI, il y en a qui répondent LOL. Oui, LOL. Et après, il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. Si c'est l'INPI qui nous doit des sous, c'est l'INPI qui doit nous rembourser. Donc, il faut les appeler, il faut leur faire un courrier, il faut les harceler. Voilà. Alors, en fait, ouais. Attention quand même, parce qu'il faut regarder les relevés de compte. Le truc, c'est qu'ils nous remboursent. Le problème, c'est qu'ils nous remboursent. On ne sait pas ce qu'ils nous remboursent. Donc, potentiellement, on est remboursé de 2,52 €, mais on ne sait pas quel dossier est concerné. Alors, sauf à aller se taper tous les dossiers de notre État et de se dire j'ai un reçu. Alors, je ne sais plus s'ils l'appellent avoir ou pas chez eux. C'est pas sûr. Peut-être note de crédit, je ne sais pas comment ils l'appellent, mais enfin bon. Il y a potentiellement un avoir, on va dire, de 2,52 €. Mais ça veut dire qu'il faut se taper tous les dossiers. Donc, non, ça, c'est pas possible. Alors, on a Angèle qui a fait une petite cacouille. Elle a mis activité artisanale et c'est commercial. Et donc, elle est bloquée dans les MPI et elle attend. Elle s'est bloquée donc chez l'INSEE aussi. Elle attend depuis 2 semaines. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle a mis artisanal au lieu de mettre commercial. Elle est obligée dans ce cas-là, il faut qu'elle appelle la CMA pour que la CMA intervienne sur le dossier et la mette en demande de régularisation. Et elle va pouvoir recatégoriser son activité, du coup. Mais c'est beaucoup plus simple qu'avant, non? Ah non, c'est pas beaucoup plus simple qu'avant. Non, merci. Ah non, parce que là, je vous sentais un peu endormi dans la salle. Non, là, donc, pas plus simple qu'avant, je remets une pièce dans le. C'est bon. Ça, pour le coup, c'est bien la complexité. Ça. Je comprends bien, parce qu'avant, ça se faisait tout seul. L'histoire des catégorisations, c'est pour ça que j'attire vraiment votre attention sur les catégorisations. Si vous catégorisez mal, c'est le chantier derrière. Voilà. Alors, on a Céline. Lorsque je me connecte via mon identité numérique, j'ai un message en rouge indiquant que mon mot de passe est expiré. Et je ne peux pas faire mes démarches, sachant que mon identité numérique est renforcée. Voir la poste. Voilà, ok. Alors, si on a envie de faire une petite parenthèse sur Je signe expert,
la signature du Conseil national de l'ordre. La signature renforcée, la signature je signe expert sera renforcée fin mars. Ah bah, très bien. Donc, normalement, ça devrait vous régler un tas de problèmes du coup. Parce que si j'ai bien, alors moi, j'utilise pas Signe Expert forcément. Oui. C'est un certificat simple à l'intérieur. Oui, c'est pas un certificat qualifié. Et donc, Oui. pour les formalités de modification, et là, c'est pareil. Donc là, pour le coup, c'est réglementaire. Hein. Pour les formalités de modification, il faut un certificat de qualifié niveau 2. Et donc, s'il n'était pas, donc c'est ce qu'il y a dans la clé CertiGreffe pour le coup. Mais s'il n'y avait pas ça dans le Je signe expert, ben c'est pour ça que ça ne marchait pas. Oui, bien sûr. Donc, si ce sera mars, ben normalement, pas de problème. Fin mars. Justement, au sujet de cette identité numérique, donc c'est personnel, c'est l'expert comptable qui a mis sa carte d'identité. Oui. Ça veut dire que aujourd'hui, les récépissés de dépôt des dépôts des comptes arrivent à son domicile personnel. Eh ben, je vous le dis. Voilà. Bon. On va faire remonter ça. Il faut qu'on en parle avec Patrick Viau. Oui. Il faut qu'on en parle avec Patrick Viau et que il le fasse remonter. Il faut qu'il le dise jeudi prochain, au comité de jeudi prochain. Ok. Qu'il en parle. Ok. Ouais. Je crois que j'ai pas mal posé de questions, peut-être dans la salle, le temps que je trouve de nouvelles questions. Oui, j'ai un transfert de siège sur ma droite. C'est pour après. On verra après. Bon, nous, on est évidemment parfaitement conscients que ça ne fonctionne pas. Hein, on en est désolé, mais là, on n'a pas tout à fait la main. Vraiment, ce qui est quand même, ce qui est pas mal, c'est qu'il y avait vraiment un déni. Il y avait vraiment un déni. Voilà, toute l'année 2023, il y avait jusqu'en septembre-octobre, il y avait vraiment un déni de la part de l'INPI qui disait à tous et au gouvernement: tout va bien. Exactement. Et quand on croisait un fonctionnaire haut placé en charge du guichet unique, on nous répondait: mais tout va bien, de quoi vous plaignez? Moi, j'ai reçu ici le directeur de l'INPI Île-de-France en octobre. J'ai eu droit à tout va bien aussi. Là, ça a changé. C'est-à-dire que maintenant, on sait en haut lieu que tout ne va pas bien. Non. Alors, le ton change, je vous le dis très clairement, hein, le ton change vraiment. Alors déjà, le ton côté utilisateur, on n'est plus dans le « bon, ça va s'arranger, on leur donne le bénéfice du doute ». Non. Maintenant, ça change. Moi, personnellement, j'ai changé de ton depuis 3 semaines, un mois maintenant. On tape du poing sur la table. La parole est vraiment donnée aux utilisateurs. Il y a un changement de gouvernement, pour le coup. Gabriel Attal, visiblement, est tombé sur le dos de Bercy et de Bercy. Alors, Gabriel Attal, hein, pour ceux qui suivent notre actualité ici à l'ordre, il est venu nous présenter la loi de finances quand il était ministre du budget des comptes publics en janvier 2023. En janvier 2023, on était aux Folies Bergères. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la folie. Et il avait dit sur scène, c'était un des rares qui, au mois de janvier, savait que le guichet unique ne fonctionnait pas, et il l'avait dit dans son discours. Donc, c'était le premier, hein, c'était le premier à le dire. Après, on a Bruno Le Maire qui nous l'a dit au Congrès de l'Ordre. Donc, petit à petit, comme des personnes. Ils ont pris conscience. Voilà, ils ont pris conscience. Ils ont pris conscience de la vraie difficulté. Ils ont pris conscience de l'insatisfaction généralisée des professionnels, parce qu'on est tous professionnels, hein, les formalistes, les avocats, les experts comptables, on est tous professionnels, on est tous agacés. Des employés de greffe, il y a quand même des démissions en chaîne dans les greffes. Mine de rien, à l'INPI, il y a aussi des démissions de salariés, il ne faut pas se voiler la face. Donc, ils ont pris conscience que maintenant, l'utilisateur devait être écouté. C'est la satisfaction de l'usager face au service public, c'est le credo un peu visiblement de Gabriel Attal. Et là, maintenant, le dernier copil, on nous l'a ouvertement dit la semaine dernière, c'est qu'en gros, toutes les demandes des utilisateurs maintenant doivent être écoutées, étudiées et potentiellement mises en œuvre si elles sont justifiées et techniquement réalisables. Voilà. Donc, on a la main, très clairement. Donc, je le dis ici parce qu'il y a Patrick Viau qui est au comité d'utilisateurs. Donc, il ne faut pas hésiter à faire remonter les problèmes, qu'il arrive avec… nous, on arrive avec notre listing de nos côtés formalistes, mais vous avez des problématiques qui ne sont potentiellement pas les mêmes ou qui se complètent de toute façon. En général, ça se complète. Hein, on fait un peu tous le même métier. Mais il ne faut pas hésiter à faire remonter les difficultés et que Patrick, quand il est là, eh ben, il remonte bien les difficultés des experts comptables. Voilà. Donc, je voulais juste vous dire, ce n'est pas très, très important, mais j'ai mis 1 semaine pour ouvrir un espace professionnel à l'INPI.
avec cette histoire d'identité Leur compte en ligne, là. numérique. Oui, on tournait en rond. Hein, Ouais, c'est parce qu'il y possible, avait oui. un code qui expire. Enfin bon, Ah oui, ça moi, a mis une quand j'ai semaine. créé le mien, j'ai galéré. Voilà. Et l'identité numérique, c'est une plaie, clairement. Ouais, mais il faut aller à la. C'est juste sur l'interface. On voudrait supprimer des dossiers. Alors, et on n'y arrive pas. Des dossiers qui sont en brouillon ou des dossiers qui sont. Non, pas en brouillon, qui ont été rejetés, mais qu'on a refait après, et puis ils restent là. Alors, ils nous ont dit, mais ça, on va s'en occuper de ça. Ils nous ont dit qu'ils seraient supprimés au bout d'un certain moment. Alors là, on a entendu c'est parler d'un stressant délai de de les 3 voir mois, mais nous, tout on le leur a temps. dit non, vous supprimez pas les dossiers au bout de 3 mois. Parce que, attention, un dossier rejeté, il y a potentiellement des frais derrière qui ont été retenus, des frais de rejet. Donc, il faut aller pouvoir récupérer le reçu de paiement. Donc, si vous supprimez le dossier, vous ne pourrez plus aller récupérer le reçu de paiement. Donc, il faut surtout penser à aller récupérer le dossier, le reçu de paiement. Et il faut pouvoir potentiellement, si vous avez un problème avec un client, pouvoir ressortir le rejet, dire attendez, moi, j'ai fait mon travail. Parce qu'il y a la responsabilité, il faut quand même, il y a ça aussi. Hein. Moi, j'ai fait mon boulot, il a été rejeté, mais voilà la copie du rejet. C'est pas moi, je suis pas responsable du rejet. Voilà, moi j'ai fait mon taf. Voilà. Donc si vous demandez, si vous supprimez les dossiers et que vous faites en sorte qu'ils soient supprimés, enfin, faut vraiment tout récupérer avant, quoi. Hein. Sinon derrière vous n'avez plus rien. Donc nous, on leur a demandé à un moment donné de faire une épuration automatique. Nous, on leur avait demandé au bout de 12 mois. Là, ils nous disent, on entend parler, hein, parce que c'est pas a priori, c'est pas officiel ça. On entend dire de certains que le délai sera au bout de 3 mois, mais là, il n'y a pas question. 3 mois, c'est demain. Donc voilà. Mais normalement, ils sont supprimés au bout d'un moment. D'accord. Voilà. Mais il faut aller récupérer vraiment toutes les infos avant. Sinon, vous n'avez plus vos reçus de paiement. Et puis, vous n'avez surtout plus tous les documents que vous avez déposés. Et s'il y a un contentieux, vous êtes embêté. Yann nous suggère, alors je ne sais pas si c'est dans les tuyaux du groupe de travail, un module de recherche de pièces jointes pour les retrouver facilement. Oui, on l'a demandé. Voilà, ok. Oui, c'est une demande qui a été faite. Parce qu'il y en a de plus en plus et en plus, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc, puis elles sont illogiques. Oui, oui, on l'a demandé. Ça. Ok. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Qu'en est-il du parcours spécifique pour la création des BNC pour les associés de CELAS? Alors ça a été évoqué la dernière fois, mais il n'y a pas de nouvelles pour l'instant. Voilà. Mais ça, à mon avis, on en saura plus jeudi prochain, pour le coup. Pareil, ça, c'est un sujet pour Patrick. Qu'il le remette. Ouais. Alors, on note tous les sujets pour Patrick ou pas là? Ouais. Non, on n'a pas noté. Hein. On va faire la liste. On va essayer de s'en rappeler juste après. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Ok. Pour le justificatif de la procuration, on dit que vous avez besoin d'un cabis du cabinet, une copie de la pièce d'identité, de l'expert comptable. C'est surtout, ça dépend à qui est le compte, en fait. Tout le monde fonctionne un peu différemment. Donc, si on va prendre, vous prenez un cabinet, si c'est l'expert comptable qui a créé le compte à son nom, il faut qu'il produise une attestation de la personne qui va signer in fine la déclaration. Donc, si c'est un salarié, il faudra qu'il y ait dedans le pouvoir, enfin une attestation comme quoi Monsieur X est bien salarié du cabinet. En fait, ce qu'ils veulent, c'est la chaîne de pouvoir de bout en bout. Donc, être sûr que ce n'est pas quelqu'un qui fait une formalité alors qu'il n'est pas autorisé. Pourquoi l'administration ne corrige-t-elle pas elle-même le RNE? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de le corriger, parce qu'ils n'ont pas les infos pour le corriger. Ils n'ont pas tout. Voilà. Bon, on a Catherine qui nous dit qu'elle n'arrive pas à joindre les chambres des métiers, etc. Après validation. Alors, les chambres des métiers, franchement, ce qu'on peut peut-être faire, c'est peut-être demander un recensement. Vous voulez, ça vous remonte potentiellement. Qu'est-ce qu'on fait? On donne une adresse mail ici, puis vous nous envoyez tout par mail. C'est peut-être pas mal. Et puis derrière, si vous arrivez à faire une centralisation, moi je veux bien l'envoyer à CMA France. D'accord. Pour qu'elle regarde. Vous voulez m'en communiquer une ou alors on vous l'envoie après par mail? On a un bon contact à CMA France. Elle fait ce qu'elle peut, clairement, mais elle est de très bonne composition. Et si elle peut aider une situation par-ci par-là ou aider à comprendre pourquoi la CMA
Saône-et-Loire, au hasard, ne répond pas au téléphone, bah, elle va s'enquérir de savoir pourquoi la CMA de Saône-et-Loire ne répond pas au téléphone. Donc, on vous envoie le support avec une adresse mail. Vous nous faites remonter tous vos problèmes, vos dossiers bloqués, vos difficultés. 2 catégories. Une catégorie changement du système qu'on fait remonter au Conseil national qui va à toutes les réunions de travail. Et deuxième catégorie, on vous l'envoie à vous, Eric. Ouais, voilà. Puis moi, je pour ferai suivre à vous- Nathalie Voilà. voir ce qu'elle peut Nathalie faire. de la CMA, elle est super sympa. Ouais. S'il vous plaît, j'ai une question. Oui, bien sûr. allez-y. Pour une opération très simple comme création d'un établissement secondaire, vous conseillez de passer par l'OGREF ou de passer par l'INPI, par le guichet unique, pardon? Normalement, pas de difficulté. Moi, je l'ai fait, ça marche. Je l'ai fait la semaine dernière, ça marche. Vous Après, êtes passé si c'est un par- dossier qui est propre, si c'est un dossier où vous avez des corrections sur le dossier RNE, s'il n'est pas bon, clairement, ça va bugger. Voilà. Il faut que votre dossier soit nickel. Il y a Donc, beaucoup faut de que vous dossiers ayez- nickel ou pas? Il y en a beaucoup des nickels. Mais en fait, dès que vous avez des trucs avec des établissements multiples, là, ça commence à être un peu le bazar, clairement. Donc, vous pouvez tenter. Si vous n'avez pas de bug à l'écran et que vous arrivez au bout, ça passera sans problème. Par le Voilà. guichet unique. Voilà, par le guichet unique. D'accord. Et si c'est une activité, j'ai envie de dire, commerciale, il n'y a pas d'impact artisanal, vous la faites sur Infogreffe et vous n'aurez pas de problème. En Oui. plus, là, sur le guichet unique, vous risquez d'avoir une difficulté. C'est ils ont un problème avec les tarifs. Donc, on leur a demandé de revoir les tarifs. Et que dans le cas spécifique de l'ouverture du secondaire, potentiellement, ils gèrent mal le tarif de la notification intergreffe. Donc, potentiellement, le greffe va vous faire un rejet pour vous demander un complément de tarif. Donc, ils vont vous demander 20 € et quelques de plus, alors qui est justifié. Pour le coup, le complément de tarif, il est justifié, c'est la notification intergreffe. Mais vous allez perdre du temps. Alors Frédéric est un peu énervé parce que Il a raison. les gens de l'INPI au téléphone interrompent la discussion au bout de 5-10 minutes et on ne peut pas leur parler. Vous pouvez remonter ça, Eric? Ça a déjà été dit On le redit? 200 000 fois, on le redira encore. Ok. J'ai un nombre de remontées impressionnant là-dessus. Alors, je pense qu'il y a un très gros turnover. Je pense, très honnêtement. Ils en ont marre de se faire Ouais, je pense agresser. qu'ils en ont marre de se faire agresser, insulter. Il y a un très gros turnover. Je pense qu'il y a un manque de formation également, très clairement. Après, vous ne pouvez pas savoir traiter des formalités en ligne au bout de 2 mois comme ça. On est tous professionnels ici. Personne n'a appris à traiter une formalité en 15 jours comme ça, clairement. Donc, je pense qu'il y a des gens au bout du fil qui savent, je pense qu'il y en a qui ne comprennent pas les questions qu'on leur pose. Oui. Odeline nous fait une petite remarque qui m'a l'air judicieuse. Un espace facture pour toutes les télécharger au même endroit? Très bonne suggestion. Je vais la noter, celle-là. D'accord, super. On va peut-être faire avancer le Schmilblick. Oui, qu'on aille pour éviter d'aller dans chaque dossier, je pense. Oui, tout à fait. Alors, Catherine me dit, perso, le greffe de Pontoise est super réactif. Alors, Frédéric les agresse pas, mais leur fait sans dire que c'est pas facile. Pour le dépôt des comptes via Infogreffe, on doit initier la formalité sur l'INPI pour avoir un lien vers Infogreffe. Ouais, c'est ça. On est d'accord. On commence par le faut rentrer dedans unique. Et il y a un message en haut, procédure alternative. Clac, on clique dessus. Bon, Marie-Odile nous dit que les intervenants de l'INPI donnent des renseignements contradictoires. Oui, c'est ce qu'on disait parce qu'en fait, ils ne sont pas très compétents. Bref. Malheureusement, pas Autre chose aussi, quand on reçoit une formalité, va être, on reçoit des mails. Moi, je reçois des mails disant c'est en cours, regardez, c'est validé, etc. On est obligé pour valider une formalité sur l'INPI de mettre un nom de dossier. Mais eux, quand ils nous relancent ou rejettent. Oui, la référence dossier. Oui, je sais, on l'exige. Un numéro avec à chaque fois, on l'exige. chiffres. Oui, le J00 412 428. Quand on a plusieurs en comprendre, je sais, on a demandé à, je sais pas, on doit en être à 258 fois, à ce qu'ils nous mettent la référence brouillon. Qu'on a mis. Oui. Est-ce qu'il existe un annuaire des adresses mail de tous les greffes? Non. Ah, cool. Bon.
Mais en fait, ils veulent pas. Hein. Donc, après, Ah. en gros, vous faites rcs@greffe-tc- vous avez à peu près 9 chances sur 10 que ça ce soit la bonne fonctionne. adresse. Oui, voilà, Oui. d'accord. Contact ou RCS, mais RCS, c'est pas mal. RCS, pour le coup, Nanterre, Bobigny, tout ça. Fichier Excel marche. des catégorisations des Ouais, activités. ça, je vais vous l'envoyer on et va puis vous vous pourrez la le- faire circuler. Ok. Oui. Il est à jour de janvier en plus. Et c'est une bonne aide. Hein. Ce fichier-là, pour le coup, c'est une bonne aide. Clairement, vous tapez un mot-clé dedans. Ça vous dit, vous, clairement, catégorie 1, vous remplissez ça. Puis voilà, au moins, vous êtes tranquille avec ça. Alors, Thomas nous dit qu'il ne comprend pas le. Alors, pour une dissolution, hein, il y a une question. Le champ option microsocial de régime microsocial est obligatoire. Je ne comprends pas. Oui, mais ça, c'est un des sujets qu'on a Vous remonté. aussi, c'est ça, en fait. Ouais, on s'en fout, on fait une dissolution, vous cochez non. Ah, on coche non, on s'en fout. Ça Ok. n'a aucun impact sur la formalité de dissolution. On ne sait pas ce que ça vient foutre là, ce truc, d'ailleurs. Mais ça n'a pas d'impact sur la dissolution. Il met non. Pas de sujet. De toute façon, elle va disparaître. Donc, Vous envoyez à quelle adresse mail le fichier Excel? Je ne sais pas comment on va faire sur modalité pratique. On vous l'enverra en même temps que le support. Voilà. Donc oui, on vous envoie avec le support le fichier Excel et avec le support à l'adresse mail où vous nous faites remonter vos difficultés. Les sujets de fond, on les remonte au Conseil national pour que ce soit discuté tout là-haut. Et les sujets pour débloquer vos dossiers, on les transfère à Eric. ouais, pour les artisans, oui. Voilà. Ah, que les artisans, Eric, pas le reste Après, on peut faire. Vous aviez fait un formulaire, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez fait ou le CNOC. Là. Ouais, je crois que c'était au Conseil national. Il faut l'utiliser, ce truc, hein, clairement. D'accord. On vous envoie aussi l'adresse du Conseil national qui remonte les difficultés. Ouais, le formulaire Microsoft, là, il était pas mal fait en plus. Hein. Okay. Enfin, moi, je l'avais mis sur mon LinkedIn et Patrick, il a dit tiens, c'est une bonne idée, on va faire ça aussi. Il faut qu'il le fasse derrière et je pense qu'il le transmet. Donc, on va le mettre sur mon LinkedIn, ce truc-là aussi, si vous voulez. Il faut faire comme ça, ça va. Après, l'avantage, c'est que maintenant, vraiment, les remontées qu'on fait, ils les étudient. Voilà. Et c'est ce qui leur a été demandé par le comité de pilotage. Donc, maintenant, on a de la chance, c'est que potentiellement, on n'est plus dans notre coin à râler et à subir. Potentiellement, on est un peu aux manettes en disant, mais on veut travailler. Quoi. François nous dit qu'on peut accéder apparemment au dépôt des comptes directement par Infogreffe. Oui, alors c'est possible, sauf que ce n'est pas normal. Donc, voilà, je ne voulais pas le dire tout à l'heure, mais c'est pas normal. Donc, ça devrait être fermé. Donc, je ne dis pas qu'il faut passer par Infogreffe directement, parce que si c'est fermé dans 2 heures, je dirais la bonne, il a raconté n'importe quoi. Mais, une petite colle, Eric, voilà. le numéro de téléphone de l'INPI, vous connaissez par cœur? Ah non, je ne les appelle jamais. Ah, ok, d'accord. Ok, bon, alors... Par contre, il est dedans, je l'ai marqué dans la slide. Ah, ok, très bien. C'est peut-être 56, 68, 69, 98. J'ai peut-être ça dans la tête, mais bon, je ne suis pas sûr. Hein. Mais il est dans les slides. Personnellement, je ne les appelle jamais. Je n'ai pas besoin de les appeler, pour le coup, parce que je ne compte pas sur le standard pour me débloquer une situation. Donc, je me débrouille autrement. Oui, alors, il paraît. Bien fait. Il paraît. Ils répondent et quand ils ne peuvent pas répondre, ils vous demandent d'appeler. Donc, en fait, c'est très facile de les avoir à ce moment-là. Ils répondent tout de suite. Alors, le taux de réponse qui nous a été donné, pour le coup, c'est considérablement arrangé parce que ils ont 12 000 appels par jour, hein, voire 14 000. 12 000 vraiment? Oui, 12 000. Oui. Alors, ils ont beaucoup de questions. Alors, moi, j'ai tiqué quand on m'a sorti ce chiffre il y a 15 jours. J'ai dit 12 000 appels pour 12 000 formalités. Ça veut dire qu'il y a un appel par formalité. Enfin, faut s'inquiéter, en fait. Voilà. Il y a beaucoup d'appels concernant l'identité numérique. Voilà, parce que les gens n'arrivent pas à avoir leur identité numérique. Donc, il y a beaucoup d'appels pour ça. Et le taux de réponse qui nous est donné, c'est 97%. Et les gens attendent 3-4 minutes, pas plus. Et ils ont un interlocuteur. Bon, après, on a un interlocuteur. Après, est-ce qu'il nous règle le problème? Voilà. Mais au moins, c'est vrai qu'on peut avoir quelqu'un. Voilà, ça, il faut reconnaître. Excusez-moi, pour les bénéficiaires effectifs, vous m'avez dit... Où j'ai dit un truc, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Ne corrigez pas les bénéficiaires effectifs en correction. Ça ne sert à rien. Vous allez avoir un rejet puisqu'ils vont vous demander un extrait intégral des bénéficiaires effectifs de moins de 3 mois. On ne peut pas obtenir cet extrait intégral des bénéficiaires effectifs. Ce n'est pas public.
Donc, il y a des discussions en cours entre la mission, pour le coup, et Bercy pour supprimer cette demande. Donc, ne faites pas de correction des bénéficiaires effectifs. De toute façon, il y a des discussions au niveau européen et à Bercy pour revenir comme c'était en 2017, là, que les bénéficiaires effectifs ne soient plus publiés sur des sites comme Papers et le RNE. On redeviendrait à la confidentialité totale. Et il n'y aurait que certaines professions, d'ailleurs, je crois que vous êtes concernés, vous devez pouvoir y avoir accès, mais que ça redeviendrait vraiment strictement confidentiel et réservé aux professions qui étaient prévues initialement. Donc, c'est pour ça qu'ils n'exigent plus qu'on corrige les bénéficiaires effectifs. Donc, ne le faites pas. Et déjà, ça vous résoudra beaucoup de problèmes sur les formalités de correction. Je me permets de revenir sur la facturation. Ouais. Parce que moi, j'ai accès quand même à un extrait avec les remboursements, avec un compte client. Si vous avez un compte client, oui. Mais tous ceux Avec- qui payent par carte bancaire. Ah, mais on paye par carte bancaire. Ouais. Mais moi, je Oui, me mais log vous avez le avec- reçu, mais il faut aller dossier par dossier. Non, parce que moi, je me log avec un compte client que l'INPI m'a fourni, Ouais, votre comptable ou votre compte, oui. mais pas pas mon adresse mail. Hein. Ouais. Un autre compte qui m'avait fourni, et via ce compte, Ah bon? j'ai un tableau qui récapitule débit-crédit avec le nom de chaque client. Je clique et j'ai ma facture. Hein. Vous êtes sûr que vous n'avez pas ouvert un compte client? Alors, je ne sais pas, parce que quand on a Ouais. fait ça à l'ouverture, Ouais, à mon avis. oui, non, mais Je pense que vous avez ouvert un compte client Il y en a qu'on pouvait alimenter avec des fonds. Ah voilà, mais ça c'est le vrai compte client. Ah ouais, mais ça c'est bien. Si ça c'est bien, ça c'est très bien. Mais ça veut dire qu'il faut alimenter parce qu'il leur faut 500 € je crois. Voilà, il leur faut 500 €. Il faut alimenter le compte. Donc ça c'est ça c'est non mais ça c'est le mieux pour les gros volumes. Mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup de dossiers et qui ne passent que par carte bancaire, on n'a pas cette solution là. Voilà. Alors, le pouvoir doit-il être renouvelé tous les ans? Le Pouvoir. pouvoir, il est valable 3 mois. Donc il Ah, faut... trop cool. Ah oui. Ok. Non mais vous avez Acrobat. Il y a un... On n'a rien entendu. Il y a un accès prioritaire, là, une fameuse ligne dédiée aux experts comptables. Alors, il paraît. Ouais, d'accord. Mais bon, voilà. Il y a une ligne expert comptable avec un code, Oui. normalement, qui vous permet d'aller plus vite. Bon, franchement, ils répondent en 3 minutes, donc je ne suis pas Ok. sûr que... Mais effectivement, ça existe. Hein. D'accord. Frédéric nous donne le téléphone, 01 56 65 89 98. Merci. 65, pas 68. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Ouais. Bon, il est 10h28. Il nous reste 2 minutes pour clôturer. On est on time. Est-ce qu'il y a encore des questions là dans la salle? Non. Il faut être Si jamais patient, malheureusement. si jamais en ligne j'ai zappé une question, vous nous la renverrez sur le mail et on vous répondra. On est là, on est vraiment là pour ça lors des experts comptables. On est enfin, moi, je suis vraiment désolée de tout ce pataquès, évidemment. Oui. Enfin, Moi, merci. je mets Nous mon aussi, on marche sur la expertise un tête. peu, Merci Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Ça, c'est une de mes copines experts C'est vrai. comptables de Montrouge. Bon, moi, je vous dis merci beaucoup, Eric. De pour rien. toutes Moi, ces je mets mon explications. expertise, alors tout ça bénévolement, parce que Merci beaucoup. c'est mon expérience professionnelle au Greffe de Paris qui parle, pour le coup. Pour le coup, l'écosystème, je le connais un peu, donc les carabistouillettes qu'on peut raconter à droite. Merci donc Eric de votre investissement pour le guichet unique et d'être présent à toutes ces réunions avec Bercy pour faire avancer, qui vous prennent du temps. Moi, je vous attends demain matin 8h30, c'est beaucoup plus tôt, pour un petit webinaire d'une demi-heure sur l'exercice illégal. Vous pourriez être couvreur d'exercice illégal à l'insu de votre plein gré. Là, je suis désolée, ça ne sera pas café couchette. Chouquette, c'est pas en présentiel, c'est qu'en webinaire. Merci à tous de votre attention et à bientôt.